Bonsoir à tous. Bienvenue à la Bibliothèque municipale de Lyon pour cette première rencontre du cycle Pensée critique, raison de croire. Je suis ravie d'accueillir ce soir Aurélien Barraud, qui est physicien spécialisé en astrophysique et en cosmologie. Vous enseignez à l'université de Grenoble et vous avez publié en 2016 De la vérité dans les sciences aux éditions Duno. Je suis également ravie d'accueillir Cléo Schweyer, qui est chargée de médiation scientifique à l'université de Lyon 1. Donc Cléo, ce soir, vous avez la mission d'animer, en tout cas de modérer le débat, la rencontre. Avant de vous laisser la parole, un petit mot sur le cycle Pensée critique, qui est un événement co-organisé par les 3 départements Société, Sciences et Techniques et Civilisation, donc à la Pardieu. Et cette saison, Pensée critique aura pour fil rouge la notion de croyance en croisant les regards disciplinaires. Ce soir, ce sont donc les sciences qui ouvrent le bal. Et donc, nous vous proposons d'explorer le concept de la vérité dans les sciences. Donc, je vous laisse donc la parole. Merci Marine. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette soirée autour de la vérité dans les sciences qui ouvre donc le cycle Pensée critique de la Bibliothèque municipale de Lyon. Alors, l'invite qui nous est faite par la Bibliothèque municipale de Lyon ce soir, c'est finalement une double pensée critique. Une pensée critique sur les sciences, peut-être, dans un premier temps, et une pensée critique à travers les sciences, grâce aux sciences. On va voir quel chemin on prend. Et pour nous accompagner sur ce chemin, on a donc la chance d'avoir avec nous ce soir quelqu'un qui est à la fois physicien et philosophe. Voilà, une double posture qui n'est pas si fréquente et qui nous invite donc finalement à sortir tous un peu de notre zone de confort ce soir dans la mesure du possible. Du coup, on vous propose, alors c'est un sujet qui est extrêmement riche, vaste et varié, on pourrait en parler 2 semaines, on n'a qu'1 heure et demie. Donc on vous propose de laisser d'abord la parole à Aurélien Barraud pour qu'il nous explique un peu d'où il parle. Ensuite, j'aurai la chance et le privilège de pouvoir lui poser 3 questions. Et ensuite, on aura un temps d'échange assez long tous ensemble. Alors, pour ce temps d'échange, je vous invite à ne pas hésiter à prendre la parole, y compris si vous n'avez pas vraiment une question, parce que ce n'est pas toujours évident de formuler une question. Parfois, on peut avoir une remarque, une proposition, quelque chose à dire. L'important, c'est que ça soit dit de manière à apporter au pot commun, qui n'est donc pas un pot commun de débat contradictoire, mais plutôt, voilà, essayons de trouver un entre-deux entre nos zones de confort respectives autour de cette question de la vérité dans les sciences. Et au moment du temps d'échange, je laisserai Aurélien sur la scène pour descendre dans la salle et donner un coup de main à Marine pour passer les micros. Donc voilà, vous faites un petit signe, on vous donne le micro et on essaye de ne pas tous parler les uns sur les autres. Aurélien, je vous invite peut-être du coup à présenter votre travail et à nous expliquer d'où vous êtes parti, d'où vous parlez de cette question de la vérité dans les sciences. Merci beaucoup. Bonsoir. Il y a en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable. Il y a en moi un désir d'amour qui parle la langue même de l'amour. Je suis la lumière. Ah, si j'étais la nuit. Et ceci est ma solitude que d'être enrubanné de lumière. C'est ce qu'écrivait Friedrich Nietzsche dans ses dithyrambes pour Dionysos. Et en effet, dans mon métier, en cosmologie, c'est un peu le jeu que d'articuler la lumière et l'obscurité. Parce que les questions qu'on se pose, finalement, ont trait à l'origine de notre cosmos, de notre monde, à sa forme, à son devenir, à son contenu. Et ce que nous tentons, avec plus ou moins de succès, de mettre en œuvre, c'est une sorte d'archéologie universelle, donc à extrêmement grande échelle. Alors d'un certain point de vue, ça fonctionne remarquablement bien, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de retracer avec une précision satisfaisante l'histoire de l'univers entre un milliardième de seconde après le Big Bang et l'époque contemporaine. Et pour écrire cette histoire, nous disposons d'une théorie magnifique, la grande théorie d'Einstein, la relativité. C'est une théorie qui est étrange pour l'entendement commun, pour l'intuition humaine, parce qu'elle nous apprend que les voyages dans le temps sont possibles, qu'on peut aller dans le futur, parce qu'elle nous apprend qu'on peut transformer de l'énergie en existence, en masse, en particules, et puis surtout parce qu'elle nous apprend que finalement l'espace n'est pas quelque chose d'immuable, n'est pas quelque chose d'absolu, ce n'est pas un donné pur
comme le pensaient Newton ou Emmanuel Kant, par exemple. Ce que nous apprend Einstein, c'est que l'espace est susceptible d'évoluer, de se mouvoir en quelque sorte. Et c'est ça que nous observons, nous autres cosmologistes. Ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, en réalité, ce n'est pas un mouvement des galaxies. En réalité, ce qu'on voit, c'est l'évolution intrinsèque de l'espace. C'est l'espace qui est en train de se dilater. C'est donc la dilatation du matériau, de l'espèce de pâte dans laquelle nous nous trouvons, qui est directement observée et qui signe l'expansion de l'univers. Alors, en empruntant aussi un peu à la science de l'infiniment petit, ce qu'on appelle la physique des particules élémentaires, nous avons donc un corpus théorique bien assis, bien clair, bien défini, qui permet de comprendre toute l'histoire de l'univers, de savoir comment il a évolué, la vitesse à laquelle il a grandi, suivant les différentes époques qui sont considérées. Et ce n'est pas simplement une élaboration théorique ou théorétique. Nous avons aussi un certain nombre d'indices observationnels. D'abord, la récession des galaxies. Nous voyons que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres à grande échelle. Donc cette expansion de l'univers, si vous voulez, ce n'est pas un vœu pieux ou une simple élaboration métaphysique. C'est quelque chose qui est observé dans la nature. Ensuite, nous avons la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la création des éléments juste après le Big Bang. Et ça, c'est remarquable parce qu'on arrive à expliquer les différentes abondances, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, etc., avec une précision inouïe à partir du modèle du Big Bang. Si nous avions un autre scénario pour l'univers, nous serions en mesure de prédire d'autres abondances. Donc là, on a vraiment une assise, si vous voulez, expérimentale, extrêmement probante en faveur du scénario. Et puis enfin, nous avons le fameux rayonnement cosmologique fossile, ce qu'on appelle parfois aussi le fond diffus micro-ondes, qui est en quelque sorte la première lumière de l'univers. Donc on voit cet écho des temps les plus reculés, et on peut de cette manière pénétrer en quelque sorte dans les premiers instants de l'évolution de l'univers. Donc vous voyez, articulation d'un corpus théorique bien maîtrisé, fécond, et d'un certain nombre de lots, un lot d'observations ou d'expérimentations qui permettent de le sous-tendre et parfois, bien sûr, de le mettre un peu en défaut. Donc l'ensemble de l'édifice est plutôt cohérent et convaincant, me semble-t-il, mais il y a aussi des problèmes. Vous avez peut-être entendu parler de matière noire. L'essentiel de la masse de l'univers est inconnu. Vous avez peut-être entendu parler d'énergie noire. On ne comprend pas bien pourquoi l'expansion de l'univers accélère. Vous avez peut-être entendu parler de trous noirs. Il y a des objets bien mystérieux, pour ne pas dire inquiétants, dans notre environnement. Et puis le Big Bang lui-même, finalement, en tant qu'instant originel, en tant que singularité primitive, on ne le comprend pas bien. Et puis la dissymétrie entre matière et antimatière, on ne sait pas exactement d'où elle émerge. Autrement dit, en contrepoint de ce paradigme plutôt imposant dans ses capacités descriptives et prédictives, il y a des failles, des fêlures, des difficultés avec lesquelles il faut composer pour tenter de créer ce qui sera peut-être notre nouveau modèle cosmologique. Et je voudrais conclure ce panorama trop rapide de la cosmologie par des idées un peu subversives et novatrices. Aujourd'hui, on se demande dans cette communauté si nous ne serions pas en train de vivre au sein de ce qu'on nomme un multivers. Le multivers, c'est un néologisme pour référer à une éventuelle multiplicité d'univers. Alors c'est une idée qui a traversé toute l'histoire de la philosophie. On la trouve chez Anaximandre, chez Démocrite, à l'époque de la Grèce ancienne. On la retrouve ensuite à l'époque de la Renaissance avec Giordano Bruno, Nicolas de Cuse, François Rabelais. On la retrouve à l'âge classique avec Leibniz. On la retrouve au XVIIIe avec Fontenelle. On la retrouve en philosophie contemporaine avec Lewis. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle fait irruption, pour ne pas dire effraction, dans le champ des sciences dures, dans le champ de la pensée strictement scientifique et en l'occurrence physique. En effet, aussi bien les trous noirs que peut-être l'espace infini de la relativité générale, que peut-être l'interaction entre le quantique et le classique, que peut-être la théorie des cordes, que peut-être l'inflation. Je ne décris pas tout ça en détail maintenant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais ce que je veux juste mentionner, c'est que tous ces modèles scientifiques qui sont vrais ou faux, je ne sais pas, mais qui sont des modèles dignes de foi, des modèles légitimes, vont peut-être nous conduire à l'idée d'univers multiples. Et si j'achève ma petite présentation par cette
posture, c'est précisément parce que le multivers va, me semble-t-il, nous obliger à dépasser le scientisme naïf, c'est-à-dire va nous obliger à interroger non pas seulement ce que dit la physique ou l'astrophysique ou la cosmologie, mais également à nous interroger sur ce que l'on souhaite en faire. Parce que s'il y a débat aujourd'hui chez les scientifiques quant au statut du multivers, ce n'est pas un problème d'équation, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord dans les calculs, c'est parce qu'on se rend compte que les scientifiques n'ont pas nécessairement les mêmes attentes par rapport à la science. C'est parce qu'en fait, ils n'appellent pas science la même chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant, même si c'est faux, parce que ça nous oblige à nous positionner, parce que ça nous oblige à faire face peut-être à cette trivialité qu'évoquait François Rabelais. On l'a tous appris quand on était en terminale, mais on a parfois tendance à l'oublier. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous disait-il. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'une forme d'arrogance de la science contemporaine a parfois eu tendance à oublier. Alors, je ne veux pas dire qu'être physicien ou cosmologiste en ce qui me concerne, c'est nécessairement être philosophe, parce que ce n'est pas vrai. Beaucoup de très bons scientifiques, éminemment respectables, ne s'intéressent pas du tout à la philosophie. Donc ne croyez pas que si on travaille sur l'univers primordial et l'origine du Big Bang, on est forcément philosophe. Ce n'est pas vrai du tout. La plupart des scientifiques n'ont absolument aucun intérêt pour la métaphysique et font par ailleurs des travaux extrêmement recommandables. Et c'est justement parce que ce n'est pas nécessaire que c'est intéressant. Vous savez, si c'était nécessaire, ça voudrait dire que quelque part c'est la même chose. Ça voudrait dire que je sois en train de faire des calculs ou en train de m'adonner à un raisonnement métaphysique, en réalité, ces choses sont traduisibles l'une dans l'autre et qu'elles seraient quelque part inévitablement en correspondance. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est précisément parce que ce n'est pas le cas, parce que la physique, la philosophie, mais on pourrait aussi ajouter la poésie, la littérature, sont des modes de cognition différents, en quelque sorte incommensurables, qu'il est intéressant, voire nécessaire, de les aborder simultanément pour tenter d'enrichir notre rapport au réel. Merci Aurélien. Du coup, vous avez dessiné déjà pas mal de pistes de discussion pour l'échange que nous aurons après. Notamment la question des univers multiples et des modes multiples de perception, enfin, d'accès au réel. Je pense que ça sera vraiment un point très intéressant à explorer ensemble. J'attrape quand même, pour commencer un peu au vol, plusieurs expressions que vous avez eues. Vous avez parlé de précision satisfaisante. Vous avez parlé de failles dans le modèle. Et du coup, de discussions sur des univers multiples qui ouvrent à des discussions sur des attentes multiples vis-à-vis de la science qu'auraient les différents chercheurs avec lesquels vous êtes amenés à dialoguer. Du coup, ma première question, elle est un peu large, mais voilà, prenez votre temps. Est-ce que établir la vérité, c'est un objectif dans votre discipline en particulier et peut-être plus largement dans les sciences ? Alors évidemment, c'est une question abyssale, donc ça serait très prétentieux de ma part que d'entendre y donner une réponse définitive et incontestable. Ça serait même auto-contradictoire, puisque je vais nous inviter à contester et à douter. Mais peut-être je peux donner quelques pistes. Alors quelques pistes un peu déconstructrices, parce que moi je crois que ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà des évidences. Alors le premier point qu'on peut souligner, c'est que c'est pas si simple, le rapport de la science à la vérité et l'image extrêmement naïve que l'on donne parfois aux élèves ou aux jeunes étudiants, suivant laquelle finalement la science, c'est ce qui est vrai, quoi. On a peut-être envie de le croire, peut-être pas d'ailleurs, mais je crois que c'est très difficile de le défendre. Et c'est très difficile parce que la vérité, évidemment, on ne la connaît comme telle que si on la prouve. Or, précisément, une des plus grosses erreurs qu'on entend de façon récurrente dans la vulgarisation des sciences, et même dans la pratique des sciences, je ne jette pas du tout la pierre aux journalistes, même plutôt aux scientifiques en l'occurrence, c'est de dire c'est scientifiquement prouvé. Alors ça, c'est déjà une expression qui est une contradiction dans les termes. Sachez que si c'est scientifique, alors ce n'est pas prouvé et pas prouvable. Aucune théorie en sciences de la nature n'a jamais été prouvée, et je peux vous dire qu'aucune ne le sera jamais. Si vous voulez des certitudes, faites de la théologie. Là, vous avez un texte sacré. Vous n'allez pas demain entendre le Vatican corriger une faute dans la Bible. Non, il n'y a pas de faute dans la Bible. Par définition, de ce mode de pensée, elle est une révélation divine et par conséquent, elle est achevée. La science, c'est le contraire de ça. La science, c'est le doute perpétuel. C'est-à-dire que
on ne peut pas toucher la vérité pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il est impossible de prouver une théorie scientifique. Et je peux vous donner juste quelques exemples faciles pour s'en rendre compte. Ce que disait Karl Popper, hein, par exemple. C'est que d'abord, il faudrait mettre cette théorie à l'épreuve de toutes les expériences susceptibles de la tester. Prenez la loi de Newton, celle qu'on a tous appris en terminale. Les corps s'attirent proportionnellement à l'inverse du carré de la distance et au produit des masses. Mais comment savez-vous que ça c'est vrai entre un couple d'étoiles qui se trouve à 10 milliards d'années-lumière de la Terre? Il faudrait le vérifier. Mais il y a une infinité de corps célestes pour lesquels il faudrait vérifier la loi de Newton. Tant qu'on ne l'a pas vérifiée pour tous, on ne peut pas être certain que la loi de Newton est vraie pour tous les corps. Et on ne peut pas faire une infinité de vérifications. Première raison pour laquelle on ne peut pas la prouver. Mais ensuite, la vérifier, pour revenir sur le terme que vous employez, il faudrait la vérifier à quelle précision? Parce que si là, je trouve que ça marche à une certaine précision, rien ne me garantit que demain, en faisant la même expérience avec un meilleur appareil de mesure, je ne vais pas voir apparaître une déviation entre la théorie et l'observation qui m'avait échappé avec une précision inférieure. Donc je ne peux pas savoir si en effet le test expérimental est suffisant. Et je suis même certain qu'il n'est jamais suffisant, puisque nous n'atteignons jamais une précision infinie. Et troisième argument, quand bien même nous aurions fait l'infinité des expériences avec une précision infinie, nous ne pouvons évidemment pas préjuger de ce que demain, une nouvelle mise à l'épreuve expérimentale pourrait falsifier ce qui jusqu'à maintenant était cru correct. Donc premier argument, je dirais, contre une adéquation forte de la science et de la vérité, c'est qu'on ne prouve jamais rien en sciences de la nature. Le deuxième argument, peut-être, est encore pire que celui-là. Parce que la plupart des scientifiques, je crois, seraient d'accord avec ce que je viens de dire là. Mais ils argumentent généralement, soit, mais on s'en rapproche. On n'a pas touché la vérité, mais on s'en rapproche. Alors ça, j'aimerais le croire, mais je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. La première raison pour ça, c'est qu'on s'en rapproche d'un point de vue technique, ça c'est certain. C'est-à-dire que quand on remplace une théorie par une meilleure théorie, du point de vue de la capacité à décrire, ça s'améliore. Sinon, la supplantation n'aurait pas eu lieu. Donc du point de vue de la capacité, si vous voulez, heuristique, donc vraiment pratique, quoi, oui, on se rapproche de la vérité. Mais du point de vue de l'ontologie, c'est-à-dire vraiment de l'être en tant qu'être du réel, je ne pense pas qu'on s'en rapproche pour une raison très simple. Dès qu'il y a une révolution en sciences, ce n'est pas une petite modification, c'est une réécriture totale de la grammaire du réel. Et quand vous passez de Newton à Einstein, Newton dit « la Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle ». Einstein dit non, c'est pas que vous vous êtes trompé un peu, c'est pas que la force gravitationnelle est légèrement différente de ce qu'on croyait. C'est qu'il n'y a pas de force gravitationnelle du tout, elle n'existe pas, il y a juste un espace courbe. Donc vous voyez que quand il y a une révolution en sciences, c'est pas comme si on améliorait un peu les choses et que donc on se rapprochait de l'état de vérité. On change strictement la grammaire du réel, on réécrit tout, on réinvente tout, on n'a plus du tout la même ontologie fondamentale. Donc ça me paraît très dur de dire qu'on se rapproche de quelque chose, puisqu'à chaque révolution, il y a en quelque sorte une distance infinie entre le modèle d'avant et le modèle d'après. Et puis le troisième argument, c'est que la vérité elle-même, et je m'arrête là, force est de constater que c'est en soi un concept variable avec le temps. Vous savez, les stoïciens, par exemple, distinguaient entre to aletes et aletheia, c'est-à-dire entre le substantif et l'adjectif substantivé, entre le vrai et la vérité. Ça ne voulait pas dire la même chose. Les aèdes, et je ne réfère qu'aux Grecs, là, c'est-à-dire ceux dont nous sommes, nous, ici en France, directement les héritiers. Les aèdes, donc, les poètes de la Grèce ancienne, définissaient la vérité comme l'anamnèse, c'est-à-dire comme la mémoire. Être dans le vrai, c'était se souvenir. Tandis que les rhéteurs définissaient la vérité comme la belle parole. Pour nous, aujourd'hui, ça serait l'inverse. Quelqu'un qui ment en parlant bien, on appellerait ça, je ne sais pas, une dérive populiste, n'est-ce pas? On dirait, ah, le beau parleur, mais quel menteur. Oui, mais pour certains aèdes, c'était ça le critère de vérité. C'était le bien parler qui fondait la véridicité du discours. Donc vous voyez, le sens même de vérité a évolué dans le temps. Donc pour ces trois, et à un instant donné d'ailleurs, n'est pas le même entre toutes les cultures. Hein. Moi je reviens du Québec, et quand on discute avec les Inuits, c'est-à-dire les Indiens natifs de cette partie ouest du Québec, ils n'ont pas du tout la même définition de la vérité. Qui suis-je, moi, occidental, universitaire du XXIe siècle, pour dire aux Indiens, vous n'avez rien compris à ce qu'est le vrai. Enfin, en ce qui me concerne, je ne ferai pas ça. Alors, pour conclure sur ce point, ne nous y trompons pas, j'argumente contre l'adéquation science égale vérité. Mais n'en concluons évidemment pas que la science dit n'importe quoi. Ce n'est bien évidemment pas ce que je veux dire. Je crois que la science est extraordinairement précieuse
que ce soit clair, mais pour des raisons plus subtiles qu'une adéquation naïve avec la vérité. Alors du coup, vous me tendez une superbe perche pour ma deuxième question. Merci beaucoup. Donc si je vous ai bien compris, finalement, ce qui est scientifique, ce n'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est réfutable. Ça, c'est le critère de Karl Popper, en effet. Oui. On peut peut-être dire ça comme ça. Et à vous entendre, il y a un peu deux niveaux de réfutation, dont un pourrait être qualifié de technique. Donc là, en fait, ma question, vous la voyez arriver, c'est la question de la méthode scientifique. Finalement, puisqu'on ne peut pas discuter du résultat, de savoir s'il est vrai ou pas, puisque ça n'a pas de sens, c'est ce que vous nous expliquez, est-ce qu'on ne peut pas discuter de la méthode ? Est-ce que c'est la méthode qui est plus ou moins vraie ? Encore une fois, je cherche à comprendre si c'est une question pertinente ou si on va carrément en sortir pour la discussion d'après. Oui, non, je pense que c'est une question très pertinente. Alors peut-être je peux quand même préciser, je ne voulais pas insinuer qu'on ne peut pas du tout discuter du résultat, puisque bien évidemment, la prédiction d'un modèle peut être en désaccord avec l'expérience, auquel cas le modèle est réfuté. Ça, c'est la vision classique de la falsification poppérienne qui, de façon approximative, marche à peu près correctement. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne suffit pas à établir la véridicité de la théorie, c'est ce qui est un peu différent. Alors en effet, la question de la méthode, elle est centrale. Et on emploie tous le mot science, n'est-ce pas, comme art. C'est des mots qui vont de soi, qui font partie du vocabulaire courant. D'ailleurs, vous le remarquerez, parfois au singulier, parfois au pluriel. C'est très intéressant dans le domaine de l'esthétique de voir ce passage au XVIIIe siècle où art a commencé à s'écrire au singulier et non pas au pluriel, parce qu'on sentait qu'il y avait une sorte d'essence commune en dépit de la diversité des pratiques, un peu comme en science. Mais c'est quoi finalement la science ? Ce que je fais et ce que peut-être certains d'entre vous font ici, comment pourrait-on le définir ? Alors comme on fait un peu de philo ce soir, on va commencer par dire ce que ça n'est pas, c'est plus facile. Donc je prends juste quelques pistes naïves pour qu'on se convainque qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Peut-être la première mauvaise au sens insuffisante définition de la science, serait de dire que la science, c'est l'utilisation du langage mathématique. C'est pas inepte. Galilée écrivait que la nature s'écrit en langage mathématique. Einstein n'a pas été loin de le soutenir. Et puis finalement, Platon demandait à l'entrée de l'académie que nul ne pénètre ce lieu qui ne soit géomètre. Donc le lien entre la science et les mathématiques est indubitable. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Parce que d'abord, il y a les sciences humaines, mais enfin ça, c'est un peu peut-être un cas limite. Mais même au sein des sciences dites de la nature, quid de la taxinomie ou de l'éthologie, par exemple, l'étude des classifications ou l'étude des comportements animaux. L'étude des comportements animaux est évidemment une science, et c'est une science qui ne recourt pas aux mathématiques. Donc ce n'est pas une définition suffisante. Ensuite, on pourrait se dire que la science, c'est la capacité de prévoir. Et c'est vrai que c'est très important de prévoir en science. Une prédiction est beaucoup plus convaincante qu'une post-diction. Être capable de dire avant, c'est quelque chose de convaincant. Thalès est devenu célèbre, d'après le récit d'Hérodote, parce qu'il avait prédit l'éclipse de soleil qui, par chance, a eu lieu. Parce qu'en réalité, il n'avait pas vraiment l'armature mathématique pour la prédire à coup sûr. Bon, tout s'est bien passé pour lui. Et c'est convaincant. On a prédit l'existence du boson de Higgs, on l'a vu 40 ans après, enfin c'est quand même très beau. Ou les ondes gravitationnelles, on les a vues presque 100 ans après, c'est quand même très beau. Donc cette capacité de prévoir est remarquable. Mais ça ne suffit pas. Moi, je peux prévoir avec une grande précision la position de la trotteuse de ma montre dans 5 secondes sans rien entendre au mécanisme complexe qui se trouve en son sein. Donc si je veux que la science dise quelque chose du réel et pas seulement soit utilisable à des fins technocratiques, il est très clair que la capacité de prévoir n'est pas l'unique but. Moi, je veux savoir ce qu'est le monde, pas simplement savoir où se trouvera la planète en question dans quelques minutes. La quatrième possibilité, ce serait de dire, ou la troisième possibilité, je ne sais plus, que finalement la science, c'est le rapport à l'expérience. Et c'est vrai. En sciences de la nature, il est très important que l'élaboration théorique puisse être mise à l'épreuve. C'est ce qui fait que la pensée ne tourne pas à vide. Elle est aux prises avec le réel. Elle est aux prises avec le réel. Mais ça pose quand même des problèmes. Le premier, c'est qu'une telle définition de la science exclurait les mathématiques. C'est un peu embêtant d'exclure la reine des sciences de la définition de la science. Et le deuxième problème, c'est que ça, c'est faire comme si l'expérience était quelque chose de bien défini et de tout à fait indépendant de la théorie. Et ça, c'est jamais complètement vrai. C'est-à-dire que quand j'interprète une expérience, c'est-à-dire quand je dis voilà ce qui se passe, comme si c'était indépendant de tout modèle,
c'est impossible. La simple manière que j'ai de le décrire suppose déjà que j'ai un système du monde dans lequel décrire ce qui se passe. Donc c'est impossible de faire une dichotomie rigoureuse, absolue, stricte, intemporelle entre, disons, les faits d'un côté et les modèles décrivant les faits d'un autre. Et puis la dernière créance, ça serait de dire la science, c'est le logos, quoi. Logos, c'est la rationalité. Alors ça, c'est la plus mauvaise possible à mon avis. Parce que la rationalité, rien n'est moins bien défini que cela. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu quiconque défendre son point de vue au nom de l'irrationalité. Donc vous pouvez prendre aussi bien les scientistes purs et durs, les religieux ultra-orthodoxes, quelques courants de pensée que vous choisissiez, soyez certains qu'ils défendent leur vision du monde au nom de la rationalité. Parce qu'il est un fait, que ça nous plaise ou non, pour le meilleur ou pour le pire, mais il est un fait que la raison humaine prend des formes différentes, qu'elle a évolué avec le temps et que même dans une société donnée, elle est, entre nous tous ici ce soir, extraordinairement diversifiée. Certains seront dans 2 jours en train de prier dans une église, d'autres seront en train de se moquer de ces comportements bigots. Nous avons des systèmes de rationalité, les uns et les autres ici, qui ne sont pas les mêmes, c'est un fait. Donc on ne peut pas dire la science c'est rationnel, c'est ni plus ni moins rationnel que n'importe quelle autre construction, me semble-t-il, de l'esprit humain. Tout ça ne veut pas dire que la science est une activité parmi d'autres. Tout ça ne veut pas dire que donc tout se vaut, que donc après tout faire de la peinture ou faire de la physique théorique c'est la même chose. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors c'est quoi ? Écoutez, moi je crois que peut-être la meilleure proto-définition de la science, ça serait de dire que c'est une sorte de tension. Et entre d'une part ce qu'on pourrait appeler une sorte de liberté totale, quoi, presque démiurgique. En fait, un physicien, un théoricien a une immense liberté dans sa capacité à inventer, je dis bien, une projection sur le réel. Inventer un modèle, donc une théorie, donc une armature mathématique qu'il va considérer comme étant adéquate pour rendre compte d'une partie du réel. Mais en parallèle ou en contrepoint ou en opposition à cette liberté, il y a une factualité qui s'impose à nous. Et ça, c'est ce qui est très beau. C'est que le réel n'est pas purement conventionnel. Et non. Au CERN, à Genève, dans le grand collisionneur LHC, nous espérions trouver des particules dites supersymétriques. Peu importe ce que c'est, je vous dirai tout à l'heure si vous le souhaitez. Et nous n'en avons pas vu. 20 ans d'efforts, 10 milliards d'euros. On a vu le boson de Higgs, c'est déjà pas mal. Je ne dénigre pas le LHC. Mais enfin, on voulait aussi voir des particules supersymétriques. Eh ben non. La nature nous a dit, votre théorie, elle est magnifique. Vraiment, vraiment, elle est superbe. Mais elle est fausse. Elle est fausse. Et c'est ça qui fait qu'en effet, ce n'est pas une pure construction sociale. Il y a quelque chose qui s'impose à nous et qui fait que dès qu'un télescope est pointé sur le ciel, ce qu'on découvre n'est jamais ce que nous avions prévu de découvrir. Il y a quelques jours, on a beaucoup parlé des ondes gravitationnelles. Sachez que ça fait quand même 40 ans que les gens travaillent comme des fous pour voir ces ondes gravitationnelles. Des communautés immenses de gens incroyablement intelligents. Personne n'avait, dans l'expérience... je ne sais pas si c'est public ce que je suis en train de dire là. J'espère que je ne vais pas aller en prison en vous révélant des secrets, mais enfin tant pis. Personne n'avait pensé qu'on allait voir des coalescences de trous noirs aussi lourds. Et dans les ABAC, c'est-à-dire dans les modèles que l'on ajuste aux données, ils n'étaient même pas prévus, ces trous noirs-là. Alors que quand on pense à l'effort financier et humain consenti, on se dit mais ça serait la moindre des choses. Bah oui, bon, on s'était trompé. La nature nous dit, oui, ce qui se révèle n'est pas là où vous l'attendiez. Et donc la science, c'est toujours cette tension entre, non, je ne suis pas dans le dévoilement naïf où la science me dit, ah, regarde la chose en soi. Je ne vois pas la chose en soi, la chose en elle-même. Je ne la vois qu'à travers une construction. Mais il n'empêche que, à travers cette construction, ce que je vois n'est pas nécessairement ce que j'avais décidé. Il y a de l'altérité. Alors je pense que là, on est bien de plein pied on est bien en train de quitter tout doucement nos zones de confort pour penser justement cette tension entre le réel tel qu'il peut se manifester pour venir contrarier un projet d'expérience scientifique et la construction, la science comme construction. Alors puisque nous, je vous fais confiance à toutes et tous pour explorer cette tension-là avec nous dans quelques instants. Mais puisqu'on est là, en fait, encore aujourd'hui, en train de parler de cette question, pas n'importe où, dans une bibliothèque municipale, dans pas n'importe quel contexte, on est dans un contexte de prise de parole publique. On est ensemble comme citoyens, d'abord, peut-être avant tout, même avant d'être amoureux des sciences.
Donc, dans ce contexte dans lequel on est là pour en parler, est-ce que finalement la vérité, c'est le concept le plus intéressant pour parler les relations, pour penser les relations entre les différents modes d'accès au réel que vous évoquez? Est-ce que, par exemple, parler de légitimité ou de pertinence, ça ne serait pas plus fécond? Alors après, je vous laisserai donner votre avis. Ben, je le crois, à dire vrai. Oui, je le crois, comme vous vous en doutez, en fait, sans doute par la question. Le philosophe américain Nelson Goodman, qui est un philosophe analytique, disait que la vérité, c'est trop ou trop peu. Il disait c'est trop parce que en fait, la plupart des vérités sont triviales, en fait, ne nous intéressent pas du tout. Il pensait au procès, vous savez, on fait dire aux témoins, je devais dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Oui, mais toute la vérité, imaginez si le témoin se mettait à dire toutes les vérités qu'il connaît. Ce serait horrible, ça ne nous intéresse pas du tout. Toute la vérité, c'est trop. Et rien que la vérité, c'est pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur un mode qui n'est pas celui de la véridicité, c'est-à-dire de la vérité dite. Par exemple, qu'est-ce que la vérité dans une sonate de Beethoven? Qu'est-ce que la vérité dans le vol d'une mouche? Il y a énormément de constructions humaines ou inhumaines, pour le vol de la mouche, pour lesquelles la vérité n'est simplement pas un genre pertinent pour rendre compte de la construction. Et ce que propose Goodman, c'est de supplanter à la vérité l'adéquation, fitting en anglais. L'ajustement, si vous voulez. Et l'ajustement, je pense que c'est un concept qui est en fait plus large que la vérité. Pas plus lâche, hein, il n'y a pas de laxisme, mais plus large que la vérité, qui englobe la vérité. Finalement, la vérité est un des modes de l'ajustement dans les systèmes cognitifs pour lesquels elle est pertinente. Alors effectivement, par exemple, si je m'intéresse à la question est-ce que oui ou non il y a 3 bouteilles sur cette table, là bien sûr, il y a une réponse vraie et une réponse fausse. Là, la vérité est un genre tout à fait pertinent. Mais les cas intéressants ne sont jamais les cas triviaux et caricaturaux comme celui que je viens de décrire. Alors, je voudrais juste conclure peut-être sur cette question avec quelque chose d'un peu plus politique quelque part, mais politique lié à la science aussi. Vous avez remarqué qu'on nous a beaucoup parlé depuis quelque temps du problème de la post-vérité aux États-Unis en particulier. Alors je vais tout de suite jouer carte sur table. Hein. Je n'ai, comme tout le monde finalement, vraiment aucune affinité avec M. Trump et son équipe. Et je suis très inquiet par les mensonges et en particulier le déni du réchauffement climatique et ces choses que je pense dramatiques et inexcusables même, hein, parce que ça a des conséquences. C'est pas simplement une posture intellectuelle. Ça aura quand même des conséquences peut-être tragiques sur l'avenir de la planète. Donc c'est pas des choses drôles ou anodines. Et pour autant, il faut faire attention, parce que combattre Trump, là pour moi, il n'y a aucun doute. Hein, je veux bien le faire aussi fort que nécessaire. Mais je veux le faire bien, c'est-à-dire avec efficacité. Par exemple, quand sa conseillère, Mme Conway, qui porte bien son nom, a évoqué les faits alternatifs. Vous savez, c'était la cérémonie d'investiture. On a vu une photo, il y avait 2 fois moins de gens qu'à l'investiture d'Obama. Et donc, elle a été vexée, elle a dit il y a des faits alternatifs. Et donc, il y a eu un tollé contre elle. Alors là, il faut être précis. Parce que, non, les faits ne se discutent pas. Oui, mais ce qui était intéressant, là, ce n'était pas le nombre de personnes. Ce qui était intéressant, c'était la manière dont ça évalue la popularité de Trump. Il se trouve que Mme Conway est très hautement inintelligente et qu'elle l'a prouvé. Et qu'en l'occurrence, son désir était de nous tromper. Mais stricto sensu, ce n'est pas complètement faux ce qu'elle dit. Imaginez, ce n'était pas le cas en vrai, hein, mais imaginez que vraiment, pendant la 2e cérémonie d'investiture, il y a eu une pluie en trombe et 20 degrés de moins. Le fait qu'il y ait 2 fois moins de monde ne signifierait pas que le 2e président est moins populaire que le 1er. Il se trouve qu'en l'occurrence, ce n'était pas le cas, donc ne la pardonnons pas. Mais ne faisons pas non plus comme si les faits étaient les faits contre lesquels on ne pouvait rien faire. Les faits n'ont de sens que quand ils sont interprétés. Et l'interprétation, c'est un fait, ça aussi, dépend du contexte. Vous voyez là, vous voyez un meurtre, par exemple, commis. Vous voyez la vidéo. Le meurtre a été commis, c'est un fait. Oui, mais si vous voyez 5 secondes de vidéo en plus, le meurtre, donc l'agression, peut devenir en fait un acte de légitime défense. Bien sûr, le fait quelqu'un est mort demeure. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait quelqu'un est mort, c'est le fait il y a eu agression. Et le fait il y a eu agression peut se transformer en le fait il y a eu self-défense. Mais pour ça, il faut un contexte un peu plus large. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mise en situation. Et ce que je dis là n'est pas du relativisme nihiliste au sens où on peut tout dire. Bien sûr que non, on ne peut pas tout dire. Et bien sûr que les négationnismes, toutes ces horreurs, il faut les combattre. Pour moi, la question ne se pose même pas. Même pas. Mais il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire sans faire une surdétermination des faits, comme si les choses allaient toujours d'elles-mêmes. Ça, c'est aussi dangereux que Trump. Moi, j'ai appelé ça la survérité. La post-vérité, c'est le mensonge. On n'en veut pas. C'est dangereux, c'est évident.
Je pense que tout le monde est d'accord. Mais pour lutter contre cette post-vérité nauséabonde, n'inventons pas une sur-vérité tout aussi nauséabonde, c'est-à-dire une interdiction de questionner les fonctionnements de la vérité et la construction et reconstruction de l'interprétation des faits. Juste quelques exemples quand même pour que ce soit clair ce que je dis, et pas théorique. La Terre tourne autour du Soleil. C'est un fait. Le Soleil tourne autour de la Terre, pardonnez-moi, mais c'est tout aussi vrai. C'est une question de référentiel. On se moque des Américains qui ne le savent pas, mais il n'empêche que dans le référentiel terrestre, le Soleil tourne autour de la Terre. Pourquoi on apprend aux enfants que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil? Parce que c'est plus simple. Si on veut décrire l'orbite de Jupiter dans le référentiel héliocentré, c'est beaucoup plus simple que dans le référentiel géocentré. D'un point de vue ontologique, je ne vois aucune raison fondamentale de préférer une description par rapport à l'autre. Donc attention avec les faits parlent d'eux-mêmes. L'univers est en expansion, c'est mon domaine, c'est la cosmologie. Je passe ma vie à faire des calculs là-dessus. Je suis quand même bien placé pour le savoir. Eh bien, sachez que c'est quand même relatif à un système de coordonnées. Dans un autre système de coordonnées, l'univers est statique. Pourquoi on le dit? C'est pas complètement idiot. C'est parce que le premier système de coordonnées a, pour d'autres raisons, une certaine légitimité. Donc moi aussi, j'apprends à mes étudiants, l'univers est en expansion. Mais attention, c'est quand même dépendant d'un système de coordonnées. Le cacher, ce n'est pas faire preuve de rigueur, c'est faire preuve de tromperie. Je pense que l'intelligence, c'est là aussi de voir la nuance. La lumière est une onde, mais vous savez depuis la mécanique quantique que c'est aussi un corpuscule, et ainsi de suite. Donc moi, il me semble, et je vais conclure là-dessus, que contre la menace du mensonge, qui évidemment est condamnable, mais ce n'est pas la peine de le répéter sans cesse, ne surréagissons pas par une interdiction de pensée et opposons à cette radicalité de la bêtise une radicalité de la nuance. Est-ce que quelqu'un souhaite saisir la balle au bon? Oui, monsieur, je vous amène le micro. Merci. Que peut-on dire aujourd'hui de la question du hasard par rapport à la détermination, à la rationalité, etc. Bien, alors question du hasard, ça aussi c'est évidemment une question large. La question du hasard se pose à plusieurs niveaux en science. Il y a, pense-t-on, deux formes de hasard. Il y a un hasard apparent qui ne serait que la conséquence de notre incapacité computationnelle à prédire les phénomènes, et il y aurait un hasard fondamental, éventuellement intrinsèque à la structure du réel lui-même. Donc peut-être j'explique en quelques phrases ce que je veux dire. Le hasard apparent, finalement, ça reviendrait à dire, là, si je lâche un feutre, si je lâche le stylo que j'ai dans la poche, la trajectoire qu'il suit est tout à fait déterministe. Ça va être une parabole dans le champ gravitationnel. Mais la manière dont il rebondit est aléatoire. Parce que ça dépend de l'état de surface précis de la moquette, ça dépend de choses tellement infinitésimales que concrètement, je suis totalement incapable de calculer la précision du rebond. Mais ça, c'est un faux hasard. C'est un hasard qui est simplement dû à ce qu'il faudrait une capacité d'investigation qui dépasse nos moyens humains. Donc c'est un hasard apparent en quelque sorte. On pourrait dire que c'est un hasard statistique. C'est comme quand on décrit les molécules de la pièce, là on dit qu'elles sont réparties au hasard. C'est juste parce que c'est impossible techniquement de suivre chacune des molécules, mais en principe, si nous étions infiniment intelligents, nous pourrions le faire. Et puis, le hasard peut-être le plus intéressant, évidemment, c'est le hasard dit fondamental. Alors, vous savez qu'en science, on a deux théories. J'ai décrit en sciences physiques la relativité générale tout à l'heure. Je dis un mot de la théorie, l'autre grande théorie du XXe siècle, qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique est très opportune pour décrire l'infiniment petit. Et là, elle fait apparaître un monde qui est non seulement quantifié, qui est non seulement doué d'ubiquité, mais qui également est fondamentalement stochastique, c'est-à-dire aléatoire, c'est-à-dire imprévisible. Et il y a eu de très longues controverses dans l'histoire de la physique pour savoir si ce hasard était apparent ou fondamental. Et en particulier la théorie de ce qu'on appelle les variables cachées, où des physiciens se sont dit mais peut-être qu'on a l'impression que les particules élémentaires se comportent au hasard, mais c'est simplement parce qu'il y a des causes que nous n'avons pas encore identifiées. Et il se trouve que, de manière très élégante, il a été montré qu'un certain nombre d'inégalités, dites inégalités de Bell, sont vérifiées si c'est un hasard apparent et sont violées si c'est un hasard fondamental. Donc ça, c'est remarquable parce qu'il y a un test, en quelque sorte, du caractère fondamental du hasard. Et ce qu'ont montré les expériences conduites en particulier par Alain Aspect à Orsay et d'autres en Californie, c'est que tout semble montrer que le hasard est bel et bien de nature fondamentale. Donc il semble,
Mais comme toute proposition scientifique, elle est temporelle et sujette éventuellement à des constructions à jour. Mais dans l'état actuel des connaissances, depuis un siècle environ, il semble que la structure quantique du monde intègre une forme de hasard indépassable. Et avant de prendre une autre question, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que ça a changé la manière dont les physiciens quantiques voient leur discipline ? Ça, c'est voilà, tout est là. C'est-à-dire que ça dépend. Si vous êtes un physicien qui s'intéresse exclusivement à la capacité de prévoir, ou si vous êtes un physicien qui s'intéresse à l'ontologie, c'est-à-dire au sens profond sur le monde de ce qu'il est en train d'échafauder. Si on s'intéresse à la capacité de prévoir, pour beaucoup de physiciens, toutes ces questions n'ont aucun intérêt. On a une équation, on a une distribution de probabilité, la théorie marche. Quel est le problème ? Et c'est pas faux. Du point de vue strictement technique, c'est pas faux. Mais il y a un autre point de vue qui est de dire oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement de faire marcher mon téléphone portable, parce qu'il y a de la mécanique quantique là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir ce qu'est le monde. Et là, en effet, ça pose des questions presque abyssales, quoi. Mais digression de 10 secondes. C'est pas lié forcément à la mécanique quantique. Vous savez, la sous-détermination des théories par les faits, c'est quelque chose qui est bien connu. La théorie de Newton nous dit la Terre attire la Lune, n'est-ce pas ? Réciproquement. Moi, si je vous dis c'est faux, la Terre n'attire pas la Lune, il y a un fantôme de la Terre qui est de l'autre côté et qui la repousse. Ça conduit exactement aux mêmes équations du mouvement. Donc vous ne pouvez pas discerner ces deux théories sur un pied expérimental, parce qu'elles prédisent la même chose. Mais ce qu'elles disent du réel est pourtant différent quand même. Dans un cas, la force est attractive, dans l'autre cas, elle est répulsive avec fantôme. Bon, eh bien là, le critère est esthétique. On choisit la première description parce qu'elle nous paraît plus belle que la seconde. Sur cette question de la vision du monde, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Oui. Il y a un micro derrière vous, juste ici. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la vérité, que j'ai trouvé très intéressant et auquel je souscris largement. Vous avez d'une certaine façon regardé la vérité dans les sciences de manière critique, en particulier quand vous avez fait allusion au philosophe américain Goodman. Je voulais savoir si, je vais peut-être avoir une question un peu provocante, est-ce que pour vous la vérité, elle existe ou est-ce que c'est une illusion ? D'une part, dans les sciences, vous en avez déjà dit quelques mots, mais comme en reprenant vos propos de tout début d'exposé, qui étaient aussi passionnants, vous avez bien dit que finalement, à côté de la science, il peut y avoir des interrogations beaucoup plus fondamentales, de nature ontologique. Et est-ce que, dans ce domaine-là, vous seriez prêt à parler d'une éventuelle vérité ? Et est-ce que ce serait une vérité de même nature que celle qu'on peut essayer d'évoquer dans la science ou une vérité radicalement différente ? Je vous remercie. Une question un peu effrayante. Magnifique et effrayante. Bon, peut-être, voilà, soyons honnêtes, là, je n'ai aucune légitimité pour répondre à cette question qui, à mon sens, révèle quand même dans une large mesure d'un positionnement personnel. Donc, je vous réponds, mais ma réponse n'engage finalement que moi-même. Moi, je pense que, on le disait tout à l'heure, en grec, vérité, ça se dit aletheia. Heidegger traduit ça par dévoilement. Donc, comme si voilà, c'était flou, puis on retire le voile et on voit ce qu'est le réel en tant que tel. Mais stricto sensu, en grec ancien, ça ne veut pas dire dévoilement. L'été, c'était le nom du fleuve dans lequel les âmes oubliaient. Et donc, à l'été, ça veut dire que les âmes, revenant de la contemplation du monde des idées, n'avaient plus besoin de se baigner dans les eaux oublieuses et donc se souvenaient de la vérité, donc contemplée. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à donner sens à cette vision donc extrêmement pure, finalement, extrêmement pure et vierge en quelque sorte de toute forme d'infection. Mon ressenti propre, qui est hautement contestable, naturellement, c'est que la vérité existe peut-être, mais qu'elle existe toujours relativement à un système qui est lui-même construit. C'est-à-dire qu'en effet, quand je construis le système mathématique, là, il n'y a aucun doute qu'on peut se mettre d'accord sur la vérité ou la fausseté des solutions d'une équation différentielle. Ça, je ne le remets pas en cause, je l'enseigne à mes étudiants. Mais ceci est relatif à un système que nous avons créé. Encore que la question de savoir si les mathématiques sont créées ou découvertes est elle-même une question philosophique, qui est le débat entre Aristote et Platon. Mais supposons pour le moment que c'est créé. Et donc, il me semble que dans les différents champs cognitifs, il est éventuellement parfois possible de penser une vérité,
Mais à mon sens, ce n'est pas une vérité de révélation, ça serait plutôt une vérité de construction. Voilà. C'est mon sentiment, mais naturellement, il n'a pas vocation à être universellement partagé. Oui, moi justement, c'était le sujet que je voulais aborder, c'était est-ce qu'on peut englober les mathématiques dans les sciences ou est-ce qu'il faut y faire une part à part? Parce que dans tout l'exposé que vous avez eu au début, j'ai plutôt entendu sciences du monde, on va dire. Et chaque fois que j'essayais de me projeter dans les mathématiques, il me semblait qu'il y avait une faille, justement. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Il me semble que la notion de vérité n'est pas tout à fait la même en mathématiques et en sciences hors mathématiques. Et vous l'avez dit à l'instant, là, ça renvoie au sujet de la mathématique inventée ou découverte. Et moi, il me semble qu'il faudrait peut-être différencier donc les mathématiques des autres sciences pour arriver à avoir un discours cohérent, notamment sur la vérité, avec d'un côté une vérité qui est intrinsèque pour les mathématiques, et peut-être pour les autres sciences une vérité qui n'est pas intrinsèque, mais qui a un lien entre le réel et le discours qu'on a du réel, de la même manière que, je ne sais pas, l'authenticité est un rapport entre le jeu, enfin le moi et ce que je dis. Oui, je pense que c'est très très pertinent, hein, la définition que vous proposez, au moins la distinction que vous proposez entre vérité intrinsèque en mathématiques et vérité extrinsèque en sciences de la nature. Je pense qu'elle est juste. Enfin, en tous les cas, j'y souscris. Est-ce que vous pouvez éclairer cette notion oui. Vérité extrinsèque et intrinsèque? Extrinsèque en ceci que la vérité au sens usuel du terme, enfin telle que l'a définie Thomas d'Aquin, finalement, c'est l'adéquation entre une proposition et le monde. On a passé une demi-heure à se convaincre que c'était un peu plus compliqué que cela, mais enfin, en première approximation, ça marche quand même pas mal. Donc et en effet, c'est pas le cas en mathématiques. Ce serait l'efficacité finalement. L'efficacité à décrire le monde. L'efficacité comme critère de vérité, là vous m'emmenez un peu trop loin quand même. Je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, disons qu'il y aurait de ça, d'accord. Mais effectivement, en mathématiques, c'est pas le cas puisque le monde fait partie de ce qui est créé par le système qui se met lui-même à l'épreuve. Alors, oui, moi je crois que c'est effectivement un cas spécial et que c'est un cas vraiment très très hautement intéressant. Roger Penrose, qui est un des plus grands physiciens mathématiciens du XXe siècle, qui est un monsieur encore vivant mais qui a fait un travail absolument magique sur la relativité générale, qui est infiniment respecté dans la communauté, disait qu'en effet, pour lui, les mathématiques, c'était finalement ce sur quoi n'importe quelle forme d'intelligence s'accorderait. C'est mathématique, en gros, si un extraterrestre arrive exactement aux mêmes conclusions que ceux auxquels on arrive. Moi, je ne vais pas contester Penrose d'un haussement d'épaule, hein, c'est quelqu'un de magistral, mais j'ai quand même du mal à croire ça. Voilà. Je vois que le chimpanzé avec lequel on partage 99% de notre patrimoine génétique n'a pas grand-chose à faire des mathématiques. Donc de là à se dire que n'importe quel extraterrestre aurait inventé les mêmes mathématiques que nous, ça me paraît compliqué. Et même sans parler des chimpanzés, 99% de l'humanité et de l'humanité d'aujourd'hui n'a absolument rien à faire des mathématiques et ne comprend strictement rien aux structures algébriques, sans être pour autant déficiente mentale. Donc ça me paraît quand même très compliqué. Voilà. Et ce que je trouve remarquable dans ce débat, c'est que, et ça c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas la réponse, et je ne sais même pas me positionner en fait, c'est de savoir si les vérités ou ajustements, peu importe, mais disons les résultats, voilà, et de savoir si les résultats mathématiques, à la différence des autres sciences dites de la nature, sont anhistoriques, sont définitifs. Et la réponse à cette question n'est pas simple. Parce que d'un premier point de vue, on a envie de dire oui, quoi. Le théorème de Pythagore, il était vrai à l'époque de Pythagore, il est vrai aujourd'hui. Si on ne s'est pas trompé dans la démonstration, sauf s'il y a une faute, mais c'est le cas trivial, s'il n'y a pas de faute dans la démonstration, une fois que c'est démontré en mathématiques. Et il n'y aura jamais une expérience, comme en physique, qui viendra nous dire que c'était faux. Donc ça, c'est l'argument, c'est transhistorique. Et pourtant, si maintenant je dessine mon triangle, non plus sur un plan, mais sur une variété différentielle courbe, évidemment, tout devient faux. La somme des angles d'un triangle n'est plus égale à 180 degrés. Le périmètre d'un cercle n'est plus égal à 2 pi fois son rayon. Alors on a envie de dire, oui, mais c'est parce que vous changez les règles, alors forcément vous changez les théorèmes. Oui, mais il n'empêche que d'un point de vue pratique, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que les parallèles se coupent ? En espace plat, non. En espace courbe, oui. Et donc la réponse quand même change. Ou, excusez-moi, là je fais 10 secondes un peu technique, hein, mais juré, après on revient à des choses qui ne nécessitent aucune compétence. L'équation x carré égale moins 1, oui, au XVIIIe siècle, elle n'avait juste pas de solution. Et puis ensuite, on a inventé les nombres complexes, et donc d'un seul coup, il y a eu 2 solutions. Alors, et bien sûr que dans le corps des réels, il n'y avait pas de solution, et il n'y en a toujours pas.
et que c'est parce qu'on a inventé un nouvel ensemble qu'il y a des solutions. Mais si vous êtes praticien et que vous vous posez la question, non pas dans quel ensemble ça marche, mais y a-t-il des solutions, bah la réponse a changé. Et donc en fait, de ce point de vue-là, je relativiserai un peu l'idée suivant laquelle les mathématiques sont radicalement différentes parce que transhistoriques. Puisque en fait, les mathématiques, là je reviens à des choses maintenant plus, je ferme la parenthèse technique, hein, sont fondées essentiellement sur deux piliers, n'est-ce pas? La théorie des ensembles et les lois de la logique. Ce sont les deux grands piliers des mathématiques. Mais en fait, ces deux piliers eux-mêmes sont sujets à évolution. Et ce n'est pas faire offense aux mathématiques. La logique de Gödel n'est pas la même que la logique d'Aristote. Et ça a considérablement enrichi le système mathématique. Donc bien sûr, les théorèmes restent vrais corrélativement aux hypothèses. Mais puisqu'on change les hypothèses, quelle est la portée d'un théorème qui n'est vrai que par rapport à des hypothèses qui sont devenues obsolètes compte tenu de nos attentes? Je ne sais pas. Monsieur avait une question et après je vous laisserai réagir. Oui, bonsoir. En fait, j'ai un étonnement par rapport à votre discours et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous dites que c'est très difficile de parler aujourd'hui d'une vérité parce qu'on n'a pas les mêmes référentiels, par exemple en sciences. D'ailleurs, vous avez mis une espèce de limite dans les sciences sociales. Là où je suis un peu surpris, en fait, c'est que si vous parlez de la difficulté à communiquer, en fait, le travail d'un scientifique, il y a déjà une partie de la rationalité qui est humaine, qui consiste à mettre en commun un certain nombre de connaissances et de compréhension du monde, y compris de ce que l'autre pense, qui me paraît quand même une limite à votre explication. Pourquoi? Parce que si on enseigne aujourd'hui aux enfants que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le contraire, on n'est pas en train de mettre en opposition deux conceptions du monde et deux référentiels qui sont distincts. On est en train d'essayer de donner une explication du phénomène qui est celui de notre système solaire. Vous voyez, c'est une question de communication, de poser les bonnes questions pour donner les bonnes réponses. Donc la question, pour le coup, de la vérité en science, vous voyez, m'amène à penser qu'il ne s'agit pas de tirer justement une sorte d'extravagante explication pour faire, comme Madame disait, sortir d'une zone de confort. Non, justement le contraire. La philosophie nous mène justement à poser les bons problèmes pour rentrer dans une zone de compréhension du monde dans laquelle on puisse échanger, on puisse avancer dans la connaissance, me semble-t-il. Donc d'où mon étonnement de justement faire parler, y compris Donald Trump. Pardon, mais franchement, ce n'est pas dans mes référentiels. Et pourtant, je suis quelqu'un qui essaie de comprendre la complexité du monde, mais de la manière la plus accessible qui puisse être celle de partager des connaissances, y compris avec des gens qui ne sont pas initiés, par exemple, à une théorie qui serait très difficile. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, dans les langages des sciences, on parle d'univers multivers. Pardon, univers, c'est une tendance à une seule partie. Si vous voulez juste 2 secondes, sinon ça n'a aucun lien. Très bien. Donc, univers multivers, c'est un problème de compréhension mutuelle. Tout simplement, parce qu'il y a paradoxe entre les dénominations. Vous voyez, c'est ça mon étonnement. Bon, moi, je vous remercie beaucoup parce que je pense que ce recadrage, en fait, est très bienvenu. Et je crois que vous avez raison, en fait. Il se trouve que moi, en tant que physicien, j'ai voulu prendre un peu le rôle du déconstructeur, c'est-à-dire montrer que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait naïvement croire. Et là, vous êtes en train de me dire, mais peut-être, enfin, il me semble-t-il, vous êtes quand même peut-être allé un peu loin. Et je pense que vous avez raison, en fait. Parce que moi aussi, j'enseigne à mes enfants que la Terre tourne autour du Soleil, et non pas l'inverse. Et vous avez raison, les deux propositions ne se valent pas. L'une des deux est quand même meilleure que l'autre. Mais est-ce que vous conviendrez avec moi qu'elle est meilleure que l'autre compte tenu de ce qu'on a une attente, vous avez dit vous-même, qui est de décrire de façon cohérente le système solaire. Et dans cette attente, je suis parfaitement d'accord avec vous, l'une est meilleure que l'autre. Donc qu'il faille faire des choix pour des raisons pédagogiques. Et surtout, et j'ai adoré quand vous avez dit ça, parce que je suis parfaitement d'accord avec ça, pour qu'il y ait du commun. Parce que si en effet on relativise au sens où chacun, entre guillemets, choisit son référentiel, en un sens un peu métaphorique, là, pas forcément le référentiel galiléen ou inertiel, mais en un sens métaphorique, alors en effet on perd le commun. Et donc ce geste qui paraissait généreux, en fait, n'est pas généreux du tout parce qu'il tue le débat, parce que pour qu'il y ait débat, il faut quand même qu'il y ait un socle d'idées à partir duquel débattre. Et donc, il me semble qu'on sera quand même d'accord pour dire que peut-être la solution à ça, c'est justement la nuance. C'est-à-dire, ne jouons pas le jeu provocateur, par exemple, de remettre en cause le réchauffement climatique, comme le fait notre
ami commun Trump, parce que ça, c'est un jeu dangereux, parce que, un, ça n'apporte rien au niveau intellectuel, et deux, ça risque de nous envoyer tous dans une catastrophe mondiale. Donc on va peut-être éviter de le faire. En revanche, quand on s'intéresse à des problèmes pour lesquels on n'a pas la solution, moi sincèrement, la question de savoir si les vérités mathématiques sont transhistoriques ou pas, j'en sais rien. Je ne suis pas mathématicien, mais j'en ai parlé avec des mathématiciens qui ne savent pas eux-mêmes. Du coup là, je pense peut-être on peut sortir de notre zone de confort, et moi je dirais juste en une phrase que mon sentiment, après on pourrait dire mais alors comment choisir ? Mon sentiment à ce stade, c'est que le critère de choix sur quand on peut se permettre comme ça d'être un peu subversif et quand au contraire il faut mieux recadrer un peu en disant écoutez, voilà ce que la science nous dit, écoutez-nous, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que si on essaye d'être un peu audacieux, parce que vraiment on a envie de comprendre et qu'on ne comprend pas pourquoi en face quelqu'un nous dit c'est comme ça, et là je pense que c'est naturel et souhaitable de sortir de la zone de confort. Mais si on le fait parce qu'on a déjà une intention qui n'a rien à voir avec la connaissance et donc la modestie, mais qui au contraire qu'on a préjugé qu'on voulait soit continuer à polluer la conscience tranquille, soit emmerder le prof ou n'importe quoi, là en effet c'est pas productif quoi, et il faudrait mieux pas le faire. Donc je pense que l'intention dans laquelle on va éventuellement jouer le jeu, comme vous dites, de remettre en cause certaines postures dogmatiques, à mon sens, c'est un bon guide pour savoir si c'est légitime ou pas de le faire. Mais oui, il y a un risque, quoi. Et moi j'ai bien aimé votre remarque. Merci. Quelqu'un souhaite rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Oui. Juste après. Bonsoir, je poursuis un peu sur cette discussion et vous avez prononcé une phrase qui m'a beaucoup plu, avec laquelle je suis totalement d'accord, quand vous dites qu'il faut opposer à la radicalité de la bêtise de la nuance. Et puis ça m'a fait penser à une phrase de Montaigne qui disait que autant peut faire le sot celui qui dit vrai, celui qui dit faux, car nous sommes là sur la manière et non sur la matière. Alors autant je suis complètement d'accord, mais autant des fois dans la société, cette attitude, des fois c'est un peu décourageant parce que d'un côté il y a des gens qui essaient d'être honnêtes et qui laissent toujours la part au doute, à la nuance et à la discussion. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont un peu plus dans le sectarisme et toujours un côté intéressé et qui assènent des vérités sans laisser la part au doute. Et malheureusement, on a cette impression que dans la société, les gens, ils croient plus facilement les vérités qui sont assénées parce qu'ils ont besoin de certitude et que les gens préfèrent la certitude au doute, qui préfèrent la facilité de l'information plutôt que la complexité de la réflexion. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ça ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que justement les discussions, le doute et le fait de réfléchir dans la vie de tous les jours puissent être perçus un peu plus, on va dire, facilement par les gens dans la société ? Oui, bien sûr, je n'ai pas de remède miracle, sinon tout le monde le saurait. Donc je n'en ai pas. Mais il me semble quand même que la chose la plus élémentaire, mais assez efficace quand même, que l'on peut tenter de faire, c'est précisément de montrer l'exemple. C'est-à-dire que je trouve que, pour le dire de façon un peu caricaturale, ne nous opposons pas à nos ennemis avec les mêmes armes qu'eux. Moi, c'est ce que vraiment j'essaye de faire. Dieu sait qu'il y a des postures que je n'aime pas, que ce soit en politique, en éthique, en scientifique ou en quoi que ce soit. Mais ce sont généralement des postures radicales qui, comme vous le dites, ont des systèmes extrêmement fermés, qui ne laissent aucune place au doute. Par exemple, moi je suis prof. Je vois beaucoup d'étudiants, enfin prof et chercheurs, je vois beaucoup d'étudiants qui sont créationnistes, qui pensent que le darwinisme est faux, que les espèces n'évoluent pas, que Dieu a créé les espèces telles qu'elles sont. Je pense que cette posture est mauvaise. Je suis fermement opposé au créationnisme. Mais si je leur réponds, écoute, c'est simple, t'as tort. T'as tort parce que je suis scientifique, j'ai la connaissance, tu dis n'importe quoi et tu te tais, parce que je le sais. Premièrement, je suis certain que je ne vais pas les convaincre. Deuxièmement, je vais employer une méthode qui est hautement non scientifique, puisque ce sera l'argument d'autorité, ce sera le dogmatisme. Et troisièmement, alors dans ce cas précis, ça m'étonnerait vraiment beaucoup que je change d'avis, mais dans des cas un peu moins radicaux, il se pourrait que je change d'avis et que finalement ce soit moi qui me trompe. Et donc, c'est toujours se faire un cadeau à soi-même que de faire l'effort de se mettre à la place de l'autre. Et donc, je crois que ça prend du temps, parce qu'au lieu de dire ta gueule, t'as rien compris, il faut dire quels sont tes arguments, pourquoi tu le crois, d'où ça vient, quelle est l'archéologie de cette croyance. Et en fait, souvent, ce qui apparaît en réalité, c'est que c'est simplement parce que les hypothèses ne sont pas les mêmes. C'est parce que ce sont des gens qui, non pas raisonnent mal au niveau scientifique, mais qui considèrent par exemple que le geste scientifique est assujetti à une posture dogmatique qui est pour eux d'importance supérieure. Bon, moi je trouve ça dommage.
Mais en même temps, c'est très difficile de leur dire tu as tort. Parce que tu vois, le problème, c'est que tu vas par exemple montrer qu'il y a inadéquation entre un dogme religieux et une découverte scientifique. Oui, mais bien sûr, si tu crois à la science, tu vas dire donc le dogme est faux. Mais si tu décides que le dogme est le vrai par définition, c'est la parole révélée, bah, tu auras juste montré que la science est fausse en fait. Et donc là, il y a un moment où ça relève quand même un peu du choix. Donc moi, j'ai fait mes choix et je peux proposer d'autres choix aux gens en leur montrant ce que je crois, que parfois leurs mondes sont peut-être un peu pauvres, par exemple, parce que justement, ils sont trop fermés, ils ne sont pas assez poreux à l'altérité. Mais à un certain niveau, c'est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, je ne prendrai pas le risque de les mépriser, quoi, même si je les combats. Il y avait une question de madame sur le côté. Je voulais revenir sur ce que vous disiez au début sur les attentes des scientifiques vis-à-vis de la science. Est-ce que vous pourriez un peu développer ou donner un exemple pour mieux comprendre en quoi les scientifiques attendent des choses différentes de leur discipline ? Eh bien, par exemple, Richard Feynman, prix Nobel de physique, extrêmement brillant, ayant impacté de façon magistrale la physique des particules, est connu pour ses résultats géniaux et aussi pour dire souvent à ses étudiants « shut up and compute ». Voilà. Taisez-vous et calculez. C'est ça la physique. Taisez-vous et calculez. Ça, c'est une vision. Heureusement, ce n'est pas la seule. Voilà. Certains vont considérer que la seule légitimité d'une posture scientifique est sa capacité à prévoir et à construire. C'est vraiment un point de vue entièrement fondé sur le résultat, mais le résultat pas en tant que tel, le résultat en tant qu'il est applicatif et qu'il va permettre d'enrichir un certain nombre d'utilisations externes finalement à la science, c'est-à-dire effectivement créer des téléphones portables ou des instruments techniques. Ce qui n'est pas forcément ce que voulait dire Feynman d'ailleurs. Bon, ça c'est une vision qui est légitime. Bon, moi je la pense un peu dommage et un peu atrophiée, un peu limitée. Mais le fait est que dans certaines circonstances, elle est aussi extrêmement féconde. Parce que ça joue dans les deux sens. Cette posture-là, telle que je la présente, c'est un peu caricatural, donc on n'a pas envie de la soutenir, enfin, je pense. Mais parfois, c'est très fécond de voir les choses comme ça, parce que c'est ce qui permet d'avancer. Parce que parfois, chercher une justification métaphysique ou ontologique, voire une représentation esthétique d'une théorie, va freiner au contraire. Parce qu'on va se dire, ah non, mais non, c'est trop bizarre, ça marche pas. C'est pas possible, c'est tellement absconce que c'est forcément faux. Alors que celui qui ne se posera aucune question et se dira mais l'équation marche, donc allons-y, va exploiter l'équation, va en tirer les conséquences, va la raffiner et peut tomber sur une théorie juste qui sera effectivement celle dont on comprendra le sens 50 ans plus tard. Et moi, il me semble que par rapport à cette diversité d'attentes que je n'ai pas vraiment citée, mais je pense que ça sera assez facile de faire une taxinomie de la chose, ce qui est souhaitable, en fait, c'est que cette diversité existe. Bon, vous avez compris que moi, j'ai pas beaucoup d'affinité avec les scientistes purs et durs qui considèrent que la science dit tout sur le réel. Comme vous savez, on disait à mon papa au service militaire, commencer à réfléchir, chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Je connais des physiciens qui pensent ça. Certains ont même écrit des choses très désagréables sur moi parce que le fait qu'un scientifique lise de la philosophie française, pour eux, c'est déjà un crime nazi, quoi. Donc j'aime pas ces gens-là. Et pourtant, je suis quand même content qu'ils existent parce que je pense qu'ils jouent leur rôle d'un certain recadrage qui doit exister, parce que parfois c'est vrai qu'il y a des dérives un peu trop post-structuralistes où d'un seul coup tout est relativisé, où on perd complètement toute assise, ou comme disait monsieur, finalement on perd le commun. Et donc même si en ce moment je crois qu'il se trompe d'ennemi et qu'il joue un jeu dangereux, que cette frange de la population scientifique ait pignon sur eux me semble souhaitable. Donc il y a diversité d'attentes. Mais il y a aussi diversité. Alors, à l'autre extrême, parce que je n'ai toujours pas répondu à la question, mais à l'autre extrême de celle-là, il y aurait une attente qui serait purement esthétique. Je connais des gens pour qui le seul intérêt d'un modèle scientifique, c'est d'être beau. Finalement, quelque part, je caricature un peu, mais en caricaturant un peu, ils s'en fichent presque qu'il soit vrai au sens de l'adéquation avec l'expérience. Après tout, un cordiste, pas tous, certains théoriciens des cordes pourraient vous dire oui, bon, c'est pas testable simplement, mais la théorie est tellement belle que ça me suffit. Et je trouve ça assez beau aussi. Et heureusement que tous les scientifiques ne sont pas comme ça, mais heureusement qu'il y en a comme ça. Donc diversité d'attentes, diversité de méthodes, diversité de compétences. Et finalement, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait enfin un peu de respect mutuel entre tout ça. Et justement, pour se rapprocher de la deuxième proposition de la bibliothèque municipale, qui était d'avoir une pensée critique depuis les sciences, à travers les sciences, puisque vous opposiez dans votre présentation la science aux faits alternatifs.
Est-ce que ça vous paraît être possible de développer une éthique, pas de la recherche, mais à partir de la recherche? Puisque vous avez quand même pas mal insisté sur l'idée du respect à la fois de l'attitude critique et du respect mutuel, de la recherche du commun. Et voilà, c'est une question très ouverte. Je vous invite à tous réagir. Oui, alors effectivement, peut-être je ne vais pas être le seul à donner un avis, je vais donner un avis bref, peut-être la salle, certains d'entre vous pourront donner aussi leur avis. Je ne sais pas en fait. Parce qu'il me semble que si éthique il y a, ça devrait être une éthique finalement par rapport à un monde idéalisé. C'est-à-dire, il pourrait peut-être y avoir un ethos de la pratique scientifique telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle l'est, bon, disons les choses brutalement, hein. Moi, je vois des thésards, parfois des doctorants dans les labos qui sont déçus en disant « Ah, mais quand même, c'est fou, parfois il y a des coups bas, parfois il y a des chercheurs qui vraiment usent de moyens hautement non recommandables pour évincer des collègues, pour en favoriser d'autres, pour faire recruter leur thésard et pas le thésard du copain. » Pourquoi ça les étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Enfin, il y a autant de connards dans un labo du CNRS que dans un wagon de métro. Mais quelque part, heureusement, finalement, ça serait quand même un peu triste que nos capacités de cœur, ou d'éthique, ou d'amour, ou d'amitié soient subordonnées à notre niveau d'études. Enfin, heureusement, moi, ça me réjouit qu'avoir un bac plus 12 ne nous surqualifie pas à être humainement intelligents. Je ne dirais pas non plus que c'est l'inverse, mais par provocation, je pourrais presque le dire. Donc, finalement, en termes d'éthique humaine, je ne pense pas que le milieu de la recherche soit exemplaire, ni qu'il soit déplorable. Je pense qu'il est parfaitement représentatif de n'importe quelle communauté humaine. Maintenant, si ce que vous vouliez dire, c'était presque dans un monde idéalisé où il y aurait en effet ce respect du doute, cette sorte de guide qui nous interdit la falsification, cette rigueur dans la reproductibilité du raisonnement, oui, je pense que ça serait plutôt un bon guide. Je me suis mal exprimée peut-être. Ma question, c'était pas tellement celle-ci, c'était plutôt est-ce qu'on peut utiliser les outils intellectuels de la science et les appliquer au débat public, par exemple, de manière à, par exemple, trouver des solutions aux questions que posait monsieur, qui sont comment faire face aux personnes qui sont inconvincibles, inconvaincables. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, parfois, et en tant que médiatrice, vous le savez, parfois le débat public est déplorable, et j'aurais envie de répondre oui, en disant si ça se passait comme un débat de nature scientifique, avec des arguments fondés, avec quand même un comité de lecture qui fait que tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi, qui fait que les assertions sont vérifiées, parce que c'est vrai quand même que si on avait vérifié tout ce qu'avait dit Trump, ça aurait peut-être changé des choses. Donc là, j'ai envie de répondre oui. Et en même temps, je n'aime pas l'idée que quoi qu'il se passe, ça doive se faire suivant la méthode scientifique. Parce que d'abord, la méthode scientifique est mal définie, et ensuite parce que moi j'aime bien l'idée que les comportements humains puissent suivre différentes typologies. Donc je ne sais pas, oui et non. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce qui a été dit ? S'il vous plaît, les anciens croyaient à l'influence des astres, que ce soit la Lune, les comètes ou les constellations, sur la vie sur Terre. Les scientifiques balayent ça d'un revers de la main, et pourtant, le plus grand nombre continue à croire à ces influences. Oui. Je note que c'était une assertion. Donc, je peux me contenter de répondre par oui. Bon, je vais quand même faire quelques commentaires. Astronomie et astrologie firent communauté de destin pendant effectivement un très long laps de temps et se séparèrent. Il est vrai que la force gravitationnelle, puisque c'est la seule force qu'on connaisse à grande portée dans l'univers, induite par la présence de la Lune en ce moment sur moi, est plus faible que la force qu'exerce vraisemblablement votre corps sur le mien. Et donc, si je tiens compte de la position de la Lune, je dois aussi tenir compte de la position de tous les gens qui sont dans la pièce. Donc, il est vrai que d'un point de vue scientifique, l'idée même d'une influence des positions astrales sur nos comportements n'a absolument aucun sens. Et il est vrai aussi que toutes les études sérieuses réalisées sur les prétendues prédictions astrologiques ont toujours montré des corrélations nulles. Donc
autant je suis, en ce qui me concerne, extraordinairement ouvert à d'autres types de pensée que la pensée scientifique. Moi, j'aime autant la poésie que les mathématiques. Hein. Et je pense que c'est absolument essentiel qu'on se gorge et qu'on s'innerve et qu'on soit comme ça parcouru de maintes manières d'appréhender le réel, parce que je suis persuadé que la science n'est pas la seule manière de faire fonctionner le réel. Autant je suis, en ce qui me concerne, très critique sur les approches qui utilisent quand même un peu des mots scientifiques. Donc on va parler de magnétisme, on va parler d'astres, on va parler de champ gravitationnel, etc. Mais qui vont dire des choses qui sont en effet scientifiquement fausses. Là, fausses, quel que soit le sens de vérité qu'on utilise. Donc mon point de vue, qui n'engage que moi, comme pour tout ce que j'ai dit avant, c'est que il y a différents modes de pensée qui sont tous respectables vraisemblablement, mais quand un mode de pensée se fait un peu passer pour scientifique alors qu'en réalité il ne l'est pas, ça m'embête beaucoup quand même. Et je n'ai pas du tout de bienveillance pour ces choses-là. Parce que ça serait génial si c'était vrai. Ouais. Imaginez que l'astrologie marche. Mais moi, je trouverais ça incroyable. Je demande que ça, en fait. L'autre jour, quelqu'un me disait « Mais moi, l'astrologie, je trouve ça bizarre, en fait. Ça serait bien que ça marche pas, mais ça marche, tu sais. » Mais moi, je pense le contraire, en fait. Ça serait génial que ça marche. Si vraiment la position des étoiles, ça ouvrirait un champ de recherche incroyable. Moi, je foncerais là-dedans pour comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est que je ne crois pas une seconde que ça marche. Comme la transmission de pensée. J'étais hier avec une amie metteuse en scène de théâtre que j'adore, qui est très intelligente, très brillante, qui est géniale, quoi. Mais qui me disait, mais tu sais, la transmission de pensée, c'est bizarre, mais ça marche. Et moi, je ne crois pas une seconde que ça marche. Si ça marchait vraiment, qu'on puisse se parler comme ça par la pensée, ça serait extraordinairement beau. Et je ne demande que ça. Ne reprochons pas aux scientifiques d'être trop conservateurs. Si on avait la moindre indication sérieuse que ça fonctionne, mais moi, j'en ferais mon sujet d'étude pour tout ce qui me reste à vivre. Hein. Mais je ne crois pas que ça fonctionne. Oui. Ah oui, mais... Oui. Je dis, pourtant, il y a un calendrier lunaire pour les plantes, ainsi de suite, donc, qui semble marcher au niveau des paysans. Oui, mais il marche aussi de façon ritualisée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis il y a le lien entre le cycle de la Lune et le cycle de la femme. Il y a le fait que, bien sûr, qu'il y a plus de crimes en pleine Lune, mais ça c'est vrai, ça. Mais c'est parce qu'on est conditionné à ça. Comme on sait que ça doit avoir lieu à ce moment-là, on le fait à ce moment-là. Voilà, je suis sceptique, voilà, mais j'ai peut-être tort. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que d'un côté, Moi, je tue toujours les soirs de pleine Lune, par exemple. Est-ce que d'un côté, est-ce que ça veut dire, pardon, parce que je suis pas sûre de vous avoir bien compris. Est-ce que ça veut dire que d'un côté, vous admettez une pluralité de rapports au réel, mais d'un autre côté, on ne peut pas être pseudo-scientifique? Non, mais je suis cohérent nuance, en fait, avec mon relativisme exigeant et sous contrainte de rigueur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une infinité de rapports au réel possible, mais je pense qu'ils ne se valent pas tous. Voilà. Celui qui est astrologue, parce qu'il trouve ça, par exemple, littérairement beau, d'écrire j'ai aucun problème avec ça, si c'est de la littérature. Si c'est un conte qu'il écrit parce qu'il pense à une dimension poétique, j'ai aucun problème avec ça. Mais s'il prétend que la position astrale va lui permettre d'anticiper l'avenir de façon rigoureuse, alors je crois qu'il se trompe, compte tenu des expériences qui ont été faites et des résultats qui ont été trouvés, pas prouvés, trouvés. Donc voilà, le fait qu'il y ait plein de rapports au réel possibles ne signifie pas qu'il faut s'interdire d'évaluer ces rapports au réel par rapport à leurs attentes. Peut-être c'est ça en fait que j'aurais dû dire avant. Oui, c'est que pour moi une très grande violence. C'est quoi le critère ? Voilà, le critère, à mon avis, c'est le critère propre de la démarche jugée. Ah oui, je prends 2 minutes là, même si, 2 minutes, oui, pas plus. Bon. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, Alan Sokal, physicien américain, a été célèbre pour un canular où il a tenté de mettre en défaut la philosophie dite postmoderne ou post-structuraliste française. Le canular, c'était pas mal, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais le livre qui a suivi, Impostures intellectuelles, coécrit avec Jean Bricmont, c'est une horreur absolue, parce que ce que reproche en gros Sokal aux philosophes est de ne pas être des physiciens. Est-ce que vous pouvez rappeler le canular qui était effectivement très bon ? Il a publié un article insensé dans une revue philosophique pour montrer qui était écrit dans un style dit postmoderne pour se moquer des physiciens, des philosophes postmodernes. Et je fais remarquer qu'il y a des articles insensés en physique publiés dans des revues de physique et personne n'en déduit pour autant que la physique est insensée. Donc ce canular ne prouve rien d'autre que la nullité du référé qui a eu à le juger. Mais le problème, c'est que Sokal ensuite a reproché à la philosophie, en gros, de ne pas être de la science. Et ça, je pense que c'est vraiment une violence intellectuelle terrible, parce que
je crois que le critère, c'est de juger une démarche par rapport à ses attentes. Si l'astrologie a vocation à écrire une sorte de poétique du futur, mais aucun problème, si c'est une bonne poétique, mais si elle a vocation à pouvoir anticiper un certain nombre de faits matériels prédictibles, alors là, en effet, je n'y crois pas. Donc pour moi, le critère, c'est de juger un champ disciplinaire par rapport à ce qu'il entend être. Une autre réaction, parce que sinon, moi, j'ai encore plein de questions. Juste une réaction rapide, parce que je suis trop long. Non, je vous en prie. En fait, madame a posé une question sur la question éthique, et là, vous parlez de différentes positions. Moi, il se trouve que ça m'intéresse beaucoup, puisque je travaille sur ces questions-là. L'éthique, vous le savez mieux que moi, vous êtes philosophe, c'est fait un choix personnel entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une éthique qui s'imposerait à tout le monde, parce qu'il y a un débat d'ailleurs en philosophie, est-ce que l'éthique, c'est la morale? Si c'est le choix des valeurs, il y a une multiplicité d'éthiques aussi, utilitariste, que sais-je, des tas d'autres postures. Donc du coup, c'est la difficulté de parler. Et c'est peut-être à ça qui faisait allusion l'affaire Sokal. C'est que quand on est dans l'incapacité de dire, voilà, si on utilise des postures éthiques pour dire qu'est-ce qui est bien en science ou pas, sans prendre la peine d'expliquer que, par exemple, on va prendre un intérêt économique par-dessus l'intérêt de la santé sociale en sciences, ça c'est un problème qui concerne vraiment des valeurs qui doivent être choisies d'une manière globale. Donc voilà, c'est ce que je voulais justement ajouter pour faire le lien entre ce que vous dites. Et donc pour le coup, c'est beaucoup plus grave ce type de dérive que la dérive qui consiste à dire, voilà, je crois dans la prédiction des astres, ça me fait plutôt sourire. Je suis parfaitement d'accord avec vous, une fois de plus, mais effectivement, je suis vraiment d'accord avec ça, mais le problème, c'est que Sokal a visé des gens qui n'étaient pas dans l'analyse scientifique. Deleuze et Derrida ne s'intéressaient pas du tout à la physique. S'il avait reproché à un épistémologue, donc un philosophe des sciences, de dire n'importe quoi sur la science, là, il aurait eu raison. Il aurait fallu le faire. Moi, ce que j'ai entendu aussi dans... Ah, pardon, monsieur. Allez, excusez-moi. Moi, je voulais redescendre à un niveau beaucoup plus physique, voire astrophysique. J'aurais voulu que vous parliez un petit peu des multivers avant de partir. Et notamment, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux positions, enfin, deux extrêmes chez les scientifiques entre on va dire les poètes et les autres, hein, on va dire, pour faire simple. Et là, j'ai l'impression que sur les multivers, je ne suis pas sûr qu'il y ait vous allez nous le dire, est-ce qu'il y a une théorie vérifiable et justement, vous avez dit le terme tout à l'heure, je ne me rappelle plus, réfutable, voilà, par rapport à cette théorie-là, ou est-ce que c'est juste une vision esthétique, poétique? On pourrait aussi parler peut-être du Big Bounce, enfin, ce genre de théorie de ce qu'il existe quelque chose avant le temps, enfin, tout ce genre de choses où il y a des réponses physiques, théoriques, mathématiques, ou enfin théoriques, avec des modèles, ou est-ce que ça reste des théories belles et séduisantes qui nous font rêver, ou est-ce qu'un jour, d'un point de vue purement théorique, on pourrait y accéder et avec une expérience, voir si c'est un peu du réel ou pas? Merci. C'est un exercice de frustration de tenter de répondre à ça en quelques minutes. Et ça me permet de revenir sur la question que vous posiez aussi tout à l'heure, la remarque plutôt que vous faisiez tout à l'heure. C'est vrai que universus en latin, c'est tout ce qui existe. Et donc l'idée même d'univers multiple est une contradiction dans les termes. Vous avez raison. La raison pour laquelle on en parle quand même, sans être complètement idiot en science, c'est parce qu'on prend en fait une définition de univers qui est un peu atrophiée. Ce qu'on appelle univers dans ce cadre-là, ce n'est pas la totalité de ce qui existe, auquel cas avoir plusieurs univers n'aurait juste aucun sens. C'est la totalité de ce qui nous est accessible, ce qu'on pourrait appeler le rayon de Hubble pour les cosmologistes. Et en ce sens-là, c'est possible d'avoir plusieurs univers. Alors, je n'ai pas le temps de décrire les différentes théories qui conduisent à des multivers. Je les ai nommées très vite tout à l'heure. Par exemple, en relativité générale, on peut avoir un espace infini. Si on a un espace infini, on a une infinité de sphères de Hubble. En physique quantique, ce qui va se passer, peut-être, c'est une bifurcation en univers parallèle. Quand un système quantique interagit avec un système classique, il pourrait se faire que l'univers se scinde en quelque sorte en plusieurs mondes parallèles. En gravité quantique à boucle, c'est ce que vous évoquiez, on pourrait avoir un big bounce, c'est-à-dire des rebonds avec des univers qui se suivent les uns les autres. En théorie d'inflation, en particulier corde, on aurait une arborescence d'univers et dans chaque bulle d'univers, on aurait des lois physiques différentes. Bon.
Votre question était, est-ce qu'on peut falsifier tout ça ou est-ce que c'est simplement de la métaphysique? Ce qui serait déjà pas mal, hein, mais ce qui serait autre chose. Alors, ma réponse est, je pense que ça reste de la science orthodoxe, pour la raison suivante. La première chose, c'est que le multivers n'est pas une théorie. Parce qu'en effet, si moi je venais, là, Aurélien Barraud, bonjour, je vous présente ma théorie du multivers, ben, ça serait hautement non convaincant. Parce que j'aurais envie qu'existe un multivers et donc je l'inventerais. Là, en effet, ça pourrait être intéressant en termes mythiques. J'aurais écrit un nouveau récit du monde, éventuellement poétique si je suis bon, mais ça ne serait pas scientifique quand même, quelle que soit la définition de sens, de science que l'on adopte. Mais ce qui sauve le multivers, ce qui lui donne sa légitimité, c'est que ce n'est pas une théorie, c'est une conséquence de théorie. Les théories que je viens d'évoquer, c'est relativité générale, mécanique quantique, gravité quantique à boucle, inflation, théorie des cordes. Toutes ces choses-là n'ont pas du tout été inventées pour créer un multivers. Ça a été inventé pour répondre à des questions précises de gravitation relativiste, de théorie des particules élémentaires, de champ quantique en espace courbe, etc. Et donc ces théories-là, on peut les falsifier ici. On peut faire des expériences, c'est très dur parfois, mais c'est en théorie possible, de mettre à l'épreuve ces théories. Si ces théories sont falsifiées, alors toutes leurs conséquences disparaissent avec elles, y compris le multivers. A contrario, si ces théories sont suffisamment bien corroborées pour que la conséquence multivers, pour qu'elles deviennent le paradigme dominant, alors la conséquence multivers, on ne peut pas l'ignorer, parce que ça serait auto-incohérent de dire je prends la théorie, mais j'éradique les conséquences qui me dérangent pour des raisons esthétiques. Deuxième argument, et j'arrête, deuxième argument, c'est que, en fait, la mise à l'épreuve reste statistique. C'est-à-dire que, imaginez que j'ai un modèle qui prédise plein d'univers. Et moi, par définition, je suis cantonné dans un seul. Par définition. Alors, ça veut dire que je ne vois qu'un petit bout de l'échantillon. Et évidemment, ne voir qu'un petit bout de l'échantillon total, c'est moins pratique pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est toujours ce qui se passe en science. On n'a jamais accès à la totalité du monde. On n'en voit qu'un petit bout et on essaye de comprendre à partir du petit bout qu'on voit. Alors si le petit bout était plus gros, bah, ça serait mieux, soit. Mais le fait qu'on voit un très petit bout à l'échelle du multivers ne change pas radicalement ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire essayer de comprendre la structure globale à partir de la vision locale. Sauf qu'en l'occurrence, si on ne voit qu'un seul échantillon parmi une infinité, d'un point de vue statistique, les mises à l'épreuve sont particulièrement faibles. Voilà. Mais à mon sens, ce n'est qu'un saut quantitatif et pas qualitatif. Et puis, oui, bon, ouais, non, j'arrête. J'avais promis d'être rapide. 5 secondes. Puis, quand bien même, certains pensent que le multivers est une révolution épistémologique. Moi, je ne crois pas, en fait. Hein. Mais quand bien même, en effet, cela procéderait d'une révision de la méthode scientifique, aussi mal définie soit-elle. Faudrait-il s'en émouvoir ? Tous les champs disciplinaires se transforment de l'intérieur. Il y aurait quelque chose quand même d'incohérent à interdire à la science, qui est une pensée dynamique par essence, de faire évoluer ses propres règles. Elle l'a déjà fait dans le passé. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est juste. Peut-être que dans 10 ans, on va rebrousser chemin et on va dire bah, c'était une fausse piste. Mais je trouverais ça dommage de l'éradiquer avant de l'explorer. Et du coup, j'ai une dernière question. Je suis navrée, mais l'heure va être bientôt venue de vous dire au revoir, Aurélien Barraud. Vous avez répondu à la question de monsieur en vous situant de l'intérieur de la science, c'est-à-dire en discutant, finalement, en élaborant votre réponse à partir de la cohérence interne de la théorie par rapport à elle-même. Pour rebondir avec ce que disait monsieur au premier rang tout à l'heure, ce qui peut aussi nous intéresser, nous, en tant que non-scientifiques, c'est pas seulement la cohérence de la science par rapport à elle-même, on sait déjà une bonne nouvelle qu'elle existe, mais c'est aussi, est-ce que les attentes de la science, est-ce qu'on peut y participer ? Et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être comme dernière ouverture vers la question des communs et de l'éthique. Finalement, si la vérité est une question d'attente, est-ce que les attentes de la science, seuls les scientifiques peuvent les fixer, ou est-ce que nous tous, on pourrait y participer aussi ? C'est compliqué, hein, parce que d'un certain point de vue, on ne peut pas faire un débat complètement démocratique. Je veux dire, moi, je n'aimerais pas que quelqu'un n'ayant strictement aucune connaissance scientifique décide de ce que sera la prochaine grande expérience sur laquelle je vais travailler. Et honnêtement, je pense que c'est sain qu'il ne se prononce pas en réalité. Donc on ne peut pas quand même faire complètement abstraction de ce qu'il y a des compétences et des connaissances qui sont indispensables pour choisir des orientations. Mais pour ce qui est de la réception,
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je plaiderais quand même pour une très grande liberté, et en effet, je plaiderais même fortement pour plus de folie dans l'utilisation du matériau scientifique. Et là encore, puisqu'on parlait de l'affaire Sokal, l'affaire Sokal, en gros, a un peu recadré les philosophes, quoi. Elle leur a dit, arrêtez de dire des conneries sur la physique. D'ailleurs, parfois, c'était bien, hein. Jacques Lacan avait dit des bêtises, Sokal a bien fait de les dénoncer. Quand il y a une erreur factuelle, il faut la corriger, j'ai aucun problème avec ça. Mais la conséquence indésirable de ça, c'est que j'ai noté que beaucoup de philosophes, maintenant, ont en quelque sorte sanctifié ou sanctuarisé la science, quoi. Ils n'osent plus en parler de peur de commettre la moindre imprécision, comme si finalement ça serait commettre un crime de lèse-majesté. Mais en fait, les physiciens eux-mêmes disent des bêtises sur la science. Personne n'est omniscient. Et donc, il me semble que du coup, on ne travaille plus vraiment la science d'aujourd'hui. Et moi, je crois quand même qu'en termes de réception, tout en demeurant prudent et raisonnable, il serait plutôt souhaitable et enviable que la société civile, et donc en particulier aussi les philosophes, les artistes, se saisissent du matériau scientifique, le travaillent et le fassent fructifier dans les directions qui font sens pour eux. Et ça, c'est vrai que nous autres physiciens ne nous prêtons pas, je trouve, de très bon cœur à ce jeu, parce qu'on a quand même un peu une chasse gardée, quoi. Ça, c'est notre résultat, on est le seul à savoir ce qu'il veut dire. Bon, on vous explique, parce que quand même on vous aime bien, mais surtout n'essayez pas de le déporter. Bien sûr, qu'en l'exportant dans un autre champ disciplinaire, on va un peu le travestir. On va le faire, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand je vous écoute, là, je travestis un peu votre pensée, et je le sais en plus, et je le fais exprès, ce qui est encore plus pervers, parce que je l'emmène vers ma propre intentionnalité. Pourquoi la science devrait-elle échapper à ce jeu qui s'appelle finalement l'échange? Eh ben, ça fait un magnifique mot de la fin. Merci Aurélien Barraud. Merci et merci à vous d'avoir été avec nous.